Bonsoir, bonjour, selon qu'on est en Europe ou au Pérou. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ici pour cet échange, cette conférence sur la situation du Pérou. En effet, les organisations organisantes, les organisations à contre-courant, Encuentro, l'association culturelle Joseph-Jacques Motte, on avait pensé que c'était important évidemment de parler de cette victoire assez inattendue au Pérou d'un candidat de gauche qui était assez méconnu, en tout cas dans l'international, José Pedro Castillo, et qui a surpris le monde entier et aussi au Pérou avec cette victoire au premier tour, déjà le 11 avril. Il est arrivé en première place de l'élection présidentielle. Et puis, voilà, le 6 juin, sa victoire a été confirmée, mais de façon très courte, face à la candidate de la droite, fille de l'ancien dictateur Fujimori, qui avait déjà fait de la prison et qui est attendue à refaire de la prison parce qu'elle est corrompue, aussi organisation de groupes criminels, etc. Donc, c'est du lourd, vraiment. Et donc, en fait, elle, ou bien elle avait la présidence, ou bien elle ira en prison. Donc, c'est très chaud. Et c'est pour ça qu'avec cette victoire très courte qui a été finalement obtenue à la corde, vraiment au cordon, parce que donc, dans le premier temps, c'était Fujimori qui gagnait. Et puis, finalement, grâce au vote, surtout des campagnes, qui est arrivé plus tardivement, et donc le candidat de la gauche a gagné avec une courte victoire, mais une victoire qui semble très nette, même si la candidate Fujimori essaye par mille moyens, et la droite avec elle, d'invalider cette victoire, de faire tous les recours possibles avec des groupes d'avocats, etc. Donc voilà, le Pérou, évidemment, c'est important pour nous tous. On a vu la convulsion dans laquelle se trouve la Colombie. Le Pérou, qui est un autre pays andin de 32 millions d'habitants, un peu moins que la Colombie, mais quand même très important, un partenaire de l'Union européenne au niveau commercial, passera normalement à gauche, avec toutes les difficultés qu'il y a au niveau des majorités aussi à la Chambre, etc. Je crois qu'Anali en parlera. De toute façon, c'est très important que nous analysions ce qui se passe. Et donc, nous avons ici, pour en discuter, pour avoir un débat, donc Anaïs Durand, qui est sociologue et qui, depuis plusieurs années, est responsable du service international de Pérou Libre. Et d'ailleurs, elle est aussi pressentie éventuellement pour faire partie du prochain gouvernement. Donc, elle a une expérience aussi dans l'international et on la remercie beaucoup de nous rejoindre. Nous avons aussi la députée européenne Leïla Chaibi de la France Insoumise, je crois qu'elle est originaire de Dijon, et qui fait partie aussi du groupe de la gauche, enfin de la gauche, on l'appelle maintenant la gauche, voilà, c'est plus la gauche unitaire européenne, mais la gauche toute seule, ou alors de left, et qui a bien voulu nous rejoindre pour ce débat. Puis après, on a Natalia Classen, qui est membre du parti écologiste écosocialiste Demain, et qui a participé comme observatrice électorale à ces élections enfin, dans le groupe du parti de la gauche européenne, comme parti et donc il va nous parler aussi de son expérience. Puis après, on a aussi Rafael Salgado, qui est un Péruvien qui vit en Belgique, qui travaille dans des travaux sociaux en Belgique, et exilé du Pérou, c'est une victime, son père a été assassiné par la dictature, et donc qui est très actif aussi pour savoir comment pouvoir aider le processus en cours à partir de la Belgique, et qui va nous parler aussi de son point de vue aussi de la partie de l'exil. Alors je vais donner sans plus tarder la parole à Anaïs Durand, qui nous parle évidemment depuis Lima. Voilà, Anaïs, tu peux ouvrir ton micro et nous t'attendons. ¿Qué tal? Buenas tardes ya también aquí en Perú. Buenas noches por allá, supongo. Gracias por la invitación a participar de este conversatorio. Efectivamente, bueno, yo soy responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú. El Nuevo Perú, después de la primera vuelta, suscribimos un compromiso con Perú Libre, un compromiso entre Verónica Mendoza y
y Pedro Castillo, ¿no? En el cual nos comprometíamos a trabajar en conjunto en esta segunda vuelta y bueno, así lo hemos hecho, ¿no? Ha sido, como ya mencionaba un poco Pierre-Emile, unas elecciones bastante disputadas, tensionadas. Sabíamos ya que producto de la crisis política que ha venido viviendo. C'est le résultat de la crise politique qui avait commencé en 2018 qui nous amène à cette situation et nous nous trouvons dans une situation très polarisée. Alors, avec le cas Odebrecht, on a donné des détails quant à l'affaire de corruption qui concernait la candidate. En une semaine, on a eu 3 présidents en 2020, tellement la situation était complexe. La pandémie était un élément tragique supplémentaire. Nous sommes parmi les premiers pays qui comptent le plus de décès en raison de cette pandémie. Nous avons des familles entières qui sont décimées. D'autre part, les conséquences sont graves d'un point de vue économique aussi. Nous traversons une période particulière. Nous fermons un cycle. Nous arrivons à son terme. Il avait été imposé en 1992 avec le coup de Fujimori, qui nous a imposé un modèle néolibéral d'un point de vue économique et politique. Et nous essayons maintenant d'ouvrir une autre voie, de nous orienter vers un autre cycle avec la proclamation de Pedro Castillo comme président du Pérou, avec tout ce que cela suppose, tous les conflits, tous les problèmes qui surgissent. Ce n'est pas un transfert simple qui se produit, vous l'avez certainement remarqué. Cette fin de cycle est assez violente car la droite résiste à céder le pouvoir. C'est un pouvoir économique qui a été installé. Il y a toute une série de fraudes. La violence est accrue. Des affrontements qui n'existaient pas auparavant. Donc, nous voyons que c'est une droite qui est installée au pouvoir et qui est violente. Il y a d'autre part un mouvement social qui a besoin de plus de cohésion, plus d'organisation pour venir en aide au gouvernement. Alors, on a été élu sur la base de changements. Il y a eu des candidats qui l'avaient fait auparavant, mais qui ont cédé après, n'ont pas apporté de changement. Donc maintenant, la situation est différente. Je vous l'ai dit, en 92, on nous a imposé un cycle par la violence, un peu comme en 73 au Chili. Le néolibéralisme ne s'est jamais installé de façon démocratique. Il n'y avait que la voie autoritaire qui permette une telle consolidation du néolibéralisme. Et comme si cela ne suffisait pas, cela est en plus confirmé par une constitution. On promeut une constitution en 93 qui fait que les changements s'avèrent de plus en plus difficiles. Le modèle est figé par la constitution. En ce qui concerne le politique, l'économique ou le social, c'est un modèle qui va évoluer. Alors, on a Fujimori, on a Montesinos, mais le régime néolibéral se maintient avec quelques petites retouches institutionnelles, quelques petites réformes démocratiques, mais l'essentiel reste en place et cela se base essentiellement sur des prix élevés du minerai. On exporte essentiellement du cuivre, de l'or, du gaz et cela permet d'avoir au modèle une nouvelle allure, un nouvel aspect. Il y a également des structures mafieuses qui ont été laissées en place par Montesinos et par Fujimori. De telle sorte que l'on voit Montesinos maintenant qui veut venir en tant que coordonnateur, qui essaie de prendre contact avec différents candidats. Il y a une transition en l'an 2000, mais qui n'a rien changé, qui n'a rien démonté, pas d'un point de vue politique, économique ou même mafieux.
Alors, c'est les scandales qui ont mis un terme à la droite au pouvoir. Je pense qu'il est important d'avoir ce regard vers un cycle qui est resté en place, qui s'est renouvelé, qui s'est renforcé avec différents gouvernements. La corruption était présente partout. Alors, bien sûr, 2018, il y a le scandale Odebrecht qui assure un certain effondrement. On découvre comment l'ensemble de la classe politique avait été touché. Et je pense que cela joue un rôle essentiel en 21 avec les élections de Pedro Castillo. Il y a 18 partis politiques qui étaient en concurrence. Mais il y a eu un rejet du monde politique, un rejet de la corruption, un rejet de la mauvaise gestion de la pandémie qui fait des milliers de morts. Cet ensemble de faits fera qu'une majorité de la population va choisir un enseignant, un maître d'école à la campagne qui avait promis des changements et des changements de taille. C'était un vote plus identitaire qu'idéologique. Ce n'était pas marxiste, léniniste, communiste comme on a voulu le prétendre, comme la droite a voulu le prétendre. Il s'agit de s'identifier à un maître d'école qui gagne un salaire de base, qui a été terruqueado, c'est-à-dire qui a été présenté comme un terroriste dangereux, incapable. Il avait tout contre lui. Il avait Fujimori, enfin, tous les moyens de communication étaient hostiles avec les renseignements, avec la partie intellectuelle, avec Vargas Llosa à la tête. Et ils en ont fait un drapeau. Ils ont rappelé le danger du communisme. Ils ont fait signer d'ailleurs des engagements de démocratie, disant qu'ils allaient accepter les résultats. Mais on voit ce qui se passe depuis le 7 juin. C'est une stratégie de coup d'État permanent que la droite développe. Et je crois qu'actuellement, on se trouve dans une situation un peu d'impasse. On n'a pas encore proclamé le président et cela peut refléter la crise que nous vivons actuellement. Le cycle que l'on voudrait terminer, qui se ne termine pas et qui ne laisse pas la place à autre chose, à une situation beaucoup plus démocratique avec un gouvernement populaire, un gouvernement qui a promis des changements. Changements proposés et soutenus par la majorité de la population. Il faut un changement institutionnel également et que ce soit un changement dans la Constitution. Il a gagné aussi cela en défendant une nouvelle Constitution. Il faut qu'il y ait une nouvelle Constitution qui mette un terme définitif au cycle précédent. Ce n'était pas simplement une politique de gouvernement, il y avait également cette Constitution de 93 qui a bien montré son côté décadent. Elle est caduque, cette Constitution, pas simplement pour l'économie, pour la corruption, mais pour tout. Et Pedro Castillo s'est engagé à ouvrir la voie vers une autre constituante. Donc tout ceci est à l'arrêt en ce moment parce qu'il y a une stratégie de coup d'État que Fujimori et la droite développent depuis le début du mois de juin. Cela fait des semaines qu'on essaie de dégrader la démocratie. On ne s'y attendait pas à ce point. Les institutions électorales ont été terriblement dégradées en l'an 2000 avec des fraudes électorales assez importantes. Mais tout ceci a été remis en place et maintenant ce groupe corrompu, mafieux, veut méconnaître les résultats. En remettant en cause le vote
de Péruviens de zones indigènes, de zones paysannes, sans la moindre preuve. Il disait qu'il y avait falsification, qu'il y avait modification d'identité des personnes. C'est une stratégie de classe en disant, voilà, à la montagne, chez les paysans, ils ne savent pas voter et ils ont fraudé. Et ils avaient dit qu'une fois que le jury électoral proclamait le résultat, ils allaient l'accepter. Et finalement, non. Un des responsables s'est retiré et cela a ralenti le processus de comptabilisation des votes. Alors, encore une semaine de plus pour se mettre d'accord pour trouver un nouveau membre pour le jury électoral. Et on en arrive à ce point où ils sont en train de demander un audit international. Au milieu de tout cela, il y a eu des militaires en retraite qui sortent dans les rues et qui demandent à ce que ça change. Il y a eu des groupes agressifs qui sont venus frapper les partisans de Pedro Castillo. Alors, ils veulent bien défendre leur vote, mais ne pas accepter le vote d'en face. On a constaté qu'il y avait une dégradation de la situation politique, chose qui était méconnue. Alors peut-être qu'on l'avait constaté dans d'autres pays, avec une droite armée, violente, puissante, mais ce n'était pas encore le cas ici, on le découvre. On le voit aussi face aux autorités électorales. On a frappé un responsable du contrôle électoral. C'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Cela crée une tension très forte, une situation polarisée. Cela vise à déstabiliser le nouveau gouvernement, les nouveaux présidents. Bon, Pedro Castillo doit être proclamé président. La droite s'est trouvée divisée dans cette stratégie de coup parce que certains se résignent, d'autres, au contraire, veulent s'opposer. Mais cela appelle une situation assez complexe. On pourra en parler plus tard, si vous le voulez. On réfléchit à ce qui se passe. On se demande comment mener à bien un gouvernement de changement dans une situation telle qu'elle apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Il n'a qu'à se calmer, entre guillemets. Alors, on oublie les changements, il oublie la Constitution, qu'il fasse des alliances avec la droite, qu'il aille progressivement vers le centre. Non. C'est une pression qui est exercée, également sur les faiseurs d'opinion, sur les médias. La situation est assez inquiétante. Jusqu'à présent, les forces de gauche se coordonnent. Elles sortent dans la rue. Il y a eu 2 manifestations assez importantes. Samedi dernier, le jour précédent, il y a des manifestations devant le jury électoral. Il y a des manifestations dans différents endroits au niveau national. Pas simplement à Lima, mais dans d'autres régions du pays. Voilà le défi auquel nous devons faire face actuellement. On aimerait que la proclamation de Pedro Castillo comme président soit faite pour passer à l'étape suivante, former un gouvernement de changement et pouvoir aller vers ces changements. Bien sûr, en se battant, en essayant de se développer, d'avancer dans une situation tendue, c'est clair. Il va falloir répondre au centre, à la droite. Ils ne vont pas rester passifs. Le Parlement n'a pas une majorité qualifiée, c'est clair. Donc, ça se présente de façon assez difficile. C'est un grand défi, mais c'est un impératif. On ne peut pas refaire ce qui avait été fait. On ne peut pas trahir à nouveau le pays. On ne peut pas faire marche arrière et vivre ce qu'on a vécu pendant tant d'années. Voilà le défi essentiel. Et nous avons l'espoir, nous avons confiance. On espère pouvoir mener à bien ce programme, réaliser ces revendications, ces promesses qui avaient été annoncées pendant la campagne électorale. Je crois que ça représente l'espoir de millions de Péruviens qui ont dû toujours reporter leurs espoirs. Je m'en tiendrai là comme première intervention. Merci beaucoup, Anaï, pour cette introduction très, très complète. Donc, on voit bien qu'il y a tout un programme de la gauche, tant d'un point de vue économique. On a entendu d'ailleurs que Pedro Castillo propose de ne plus permettre au Pérou, l'importation au Pérou de produits agricoles qui sont
produits au Pérou même. On sait tout le conflit qu'il y a autour par exemple des pommes de terre, etc. Il a aussi donc proposé un changement évidemment institutionnel avec certains organismes de l'État qui devraient être modernisés. Et alors un changement de la Constitution, une constituante pour sortir de la constituante fujimoriste. Lui-même, bon, comme j'ai oublié de dire, évidemment que c'est une personne qui est en fait née dans une hacienda. Son père était, comme on dit, peón de hacienda, donc paysan dans un système relativement médiéval et qui n'a pu avoir accès à la terre que lors de la réforme agraire du président militaire Velasco, qui était un petit peu progressiste. Le président élu maintenant, qui doit être élu, proclamé dans une semaine, comme tu dis, il a 51 ans, il est professeur de primaire, il a la secondaire, au niveau des études, il a fait des études secondaires plus une licence en pédagogie. Mais en fait, il a quand même une expérience assez importante comme rondero, c'est-à-dire ces gens, ces paysans qui se protégeaient de la violence ou de l'État ou des groupes paramilitaires ou aussi de groupes comme Sendero Luminoso. Et surtout, il a une très grande expérience comme syndicaliste donc de l'enseignement. En fait, il a notamment été le leader d'une grande grève des professeurs, enfin du système de l'enseignement en 2017, qui est parvenu quand même à faire des avancées importantes dans ce domaine-là. Donc, c'est une personne qui a quand même un certain parcours politique très, très intéressant et qui, d'autre part, bon, est vraiment représentant aussi du paysanat péruvien, qui a aussi des choix parfois qui sont différents de ceux de la gauche, disons, en général, par exemple au niveau du mariage gay ou au niveau, par exemple, de l'avortement, etc. Il représente un peu ce que pensent beaucoup des gens de la campagne en Amérique du Sud, etc. Donc, il y a des discussions certainement qui vont avoir lieu sur ça. On est vraiment évidemment content de savoir maintenant qu'il y a une espèce d'unité de la gauche pour appuyer le candidat et pour vaincre le fujimorisme. Et alors, tu as bien expliqué dans ton intervention comment actuellement la droite est très mobilisée pour essayer de faire une espèce de coup d'État, de voler cette victoire, un coup d'État institutionnel. On va voir dans la semaine si ça va marcher ou pas. Il y a eu de la violence, il y a eu des militants de la gauche qui a été assassiné hier, je crois. Et donc, on a une droite qui est en même temps très mobilisée. En même temps, on voit que les institutions tiennent quand même un petit peu, par exemple, plus qu'un pays comme la Colombie, etc., où elles sont vraiment assez vendues au gouvernement, etc. Ici, on voit qu'il y a une certaine résistance des institutions. Il y a quand même des gens en prison quand il y a de la corruption. Dans le cas de Odebrecht, ce grand scandale de corruption, eh bien, il y a quand même une série de présidents qui sont tombés, 3 présidents, je crois, ou 4 présidents qui sont tombés à cause du scandale de Odebrecht, et d'autres présidents emprisonnés, ou alors d'autres personnes emprisonnées pour des scandales de corruption ou des assassinats. Qu'on voit aussi que Montesino est en prison, comme tu disais, il continue malgré tout depuis la prison de donner des consignes pour essayer de voler la victoire à la gauche. Nous avons avec nous, comme je le disais, donc Leila Chaibi, qui est députée européenne et qui va intervenir un peu pour une réaction un petit peu depuis le Parlement européen à cette victoire annoncée, enfin cette victoire de la gauche, mais qui n'est pas encore proclamée. Donc, bienvenue Leila, merci d'être avec nous. Eh bien, merci à toi, Paul-Émile, pour cette invitation. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, merci à Anaïs Durand pour les éclairages introductifs qui sont très, très intéressants. Parce que, comme le dit le titre de cette conférence, la victoire inattendue, la victoire du professeur Pedro Castillo, elle a été une complète surprise et une bonne surprise. C'est vrai on commence à être habitué aux défaites de la gauche. Donc, évidemment, quand nous, on voit ici en Europe une victoire de la gauche, c'est une surprise enthousiasmante. Alors, c'est très intéressant de voir la façon dont les peuples colombiens et péruviens se sont réveillés. En Colombie, avec le mouvement indigène, et au Pérou, avec les peuples indigènes aussi, mais également avec les paysans qui ont permis de changer la donne grâce à leurs bulletins de vote qui sont arrivés
tardivement. On a vu, on observait, on attendait ici, nous, depuis la France, depuis l'Europe, d'heure en heure, le comptage avançait et on a vu d'heure en heure comment les voix du professeur Castillo ont réussi à rattraper et puis à dépasser les voix de Fujimori. Alors, ce vote pour Pedro Castillo et Perú Libre, c'est un vote critique de la mondialisation néolibérale et ça nous rappelle les votes qu'on a connus en France. Je pense notamment au vote du peuple français en 2005 sur le traité contre le traité de constitution européenne. Nous avons eu un référendum ici en France et le peuple français a majoritairement voté non au référendum, non au traité sur la constitution européenne. Ça me rappelle aussi le mouvement des Gilets jaunes en 2018, quand les Gilets jaunes se sont mobilisés. C'était également un mouvement contre le néolibéralisme et les inégalités. Et c'est extrêmement important, je pense, pour les peuples, pour les forces de gauche, de comprendre ces mouvements de fond. L'Union européenne, elle n'est pas étrangère à ces politiques néolibérales, puisque la seule relation qu'on a proposée, que l'Union européenne a proposée au Pérou et a imposé au peuple péruvien, c'est un accord de libre-échange. Accord de libre-échange formaté au desiderata des grandes entreprises transnationales. Et cet accord, il a malheureusement été ratifié en 2012 par le Parlement européen et il est encore en application provisoire car la Belgique ne l'a pas ratifié suite à l'opposition des parlements de Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces parlements, ils n'ont pas ratifié l'accord de libre-échange car ils estiment que cet accord est contraire au développement durable. Et ils ont raison d'estimer que cet accord est contraire au développement durable. Ils prennent comme exemple l'aberration écologique, mais aussi l'aberration sociale pour les paysans colombiens et péruviens de voir leur marché envahi par des pommes de terre congelées, par exemple, quand on sait que les pommes de terre, c'est un produit qui est originaire du Pérou, justement, et puis qui a d'ailleurs sauvé nos peuples ici de la famine il y a quelques siècles. Alors, il n'y a pas que les parlements belges, les organisations sociales et les ONG péruviennes unies dans un groupe de 40 organisations ont remis à la Commission européenne une plainte formelle pour violation du chapitre de développement soutenable de l'accord de libre-échange par le gouvernement péruvien. La Commission n'a pas donné suite à cette plainte formelle et après 10 ans, près de 10 ans d'application, on peut dire que cet accord de libre-échange, il a enrichi les transnationales. Il a enrichi quelques grandes familles de Lima, mais il a appauvri le peuple péruvien, il a exacerbé les conflits pour l'accès à la terre, à l'eau et aux services publics. C'est vrai au Pérou, mais c'est vrai aussi en Colombie, comme le montre le soulèvement populaire de ces 2 mois passés réprimés dans le sang. La France insoumise, mais plus largement la gauche européenne, souhaite renforcer les relations avec le peuple péruvien et nous voudrions, avec le prochain gouvernement, pouvoir examiner ensemble comment améliorer nos relations de peuple à peuple, notamment les relations commerciales, mais sur des bases saines et loyales, en complétant par des accords politiques et de coopération réciproque. Cela demandera très probablement de réviser l'accord de libre-échange existant, mais nous y sommes prêts et vous pouvez compter sur nous. Muchísimas gracias. Merci Leïla, c'est tellement important évidemment de pouvoir renforcer les liens de la gauche latino-américaine avec la gauche européenne, parce qu'évidemment nous sommes dans le même combat. Eux sont d'une certaine manière en première ligne à se défendre contre cette espèce de néolibéralisme pratiquement armé, etc. Nous, on est dans une autre situation, mais c'est vraiment le même combat contre les mêmes acteurs. Je propose de passer la parole maintenant donc à Natalia Claassen. Comme je disais, elle est du Parti féministe, travailleur social, et elle est membre du Parti éco-socialiste Demain, et elle est allée observer les élections au Pérou pour le Parti de la gauche européenne. Voilà, Natalia. C'est ça. Voilà. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Paul-Émile, moi, je suis membre du mouvement Demain et je suis partie avec le Parti de la gauche européenne au Pérou au début du mois de juin.
Il faut savoir que le parti de la gauche européenne envoie régulièrement en fait des délégations observer les élections en Amérique latine dans le cadre de son groupe de travail portant sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Et c'est dans ce contexte que je suis partie observer ce deuxième tour avec plusieurs membres issus de partis politiques de gauche, issus de France, du Portugal, d'Espagne, de Slovénie. Sauf qu'en fait, ça a mal débuté. On n'est pas parti sans embûche puisque le jury national des élections ne nous a pas accordé d'accréditation. Et en fait, nous soupçonnons que c'est en partie à cause de remous, disons, d'ordre bureaucratique, mais que ce refus est aussi d'ordre politique, puisque deux autres organisations internationales de gauche n'ont pas reçu ces accréditations non plus, par exemple. Il s'agissait des Democratic Socialists of America et International Progressive que nous avons rencontrés sur place. Bref, par conséquent, on a un peu manqué d'encadrement de séances, par exemple, qui vont nous expliquer de manière simplifiée, un peu plus simplifiée quand même, la loi électorale péruvienne, les explications d'ordre pratico-pratique de l'organisation des bureaux de vote. Donc, franchement, moi, je vais vous dire, c'est pour ma part, c'était ma deuxième mission d'observation et ça m'était jamais arrivé. Mais on est retombé sur nos pattes et après plusieurs rencontres et coups de fil, on est quand même parvenu à visiter ces bureaux de vote de manière officieuse. On a pu poser toutes les questions qu'on a voulu, on nous a répondu sans souci. On a vraiment pu voir ce dimanche 6 juin que tout s'était déroulé dans le calme, que les gens ont effectivement été votés, que les files étaient super bien organisé, d'autant plus qu'avec les mesures sanitaires, enfin avec le Covid, comme le Pérou a été durement touché, ils ont doublé le nombre de bureaux de vote, ce qui est quand même pas négligeable pour les zones rurales. Il y a eu un effort considérable mis en place pour les personnes à mobilité réduite. Il y a eu le respect, en tout cas dans les bureaux de vote, ils ont réussi à faire respecter le fait qu'on ne porte pas de signes, de symboles, voilà, favorisant l'un ou l'autre candidat. Le vote est secret. Enfin, voilà, c'est toutes des choses qu'on a observées et on n'a pas constaté de régularité. En tout cas, les petites équipes que nous avons constituées et les différents bureaux de vote dans lesquels nous avons pu entrer, dans lesquels nous n'avons observé aucune irrégularité. Par contre, c'est en sortant de ceux-ci, et d'une part via les réseaux sociaux, et d'autre part lorsque nous sommes allés au siège du Pérou Libre, qu'on a vu qu'il s'était quand même passé certaines choses à l'extérieur des bureaux de vote. Donc, on a vu par exemple des vidéos de personnes âgées qui se faisaient influencer alors qu'elles étaient en chemin vers les bureaux de vote afin d'orienter vraiment leur vote pour Keiko Fujimori. On a vu des tracts pro-fujimoristes disséminés dans les rues aux abords des bureaux de vote. Et les responsables du Pérou Libre nous ont fait part de leur grande inquiétude quant à l'agression verbale que la vice-présidente du parti Pérou Libre, dont la vice-présidente a été victime à la sortie en fait du bureau de vote d'où elle venait de voter. Donc ces irrégularités sont quand même graves, mais ce qui est évidemment plus grave, c'est ce qui s'en est suivi, et comme l'a bien expliqué Anaï juste avant, c'est ce storytelling un peu à l'instar de Trump, que Keiko Fujimori est en train de mettre en place. Donc, elle hurle à la fraude, elle ne s'arrête pas, elle essaie d'invalider un maximum de votes avec des arguments parfois d'ordre technique, mais parfois d'ordre carrément raciste. Je vais vous prendre le simple exemple qui dit, voilà, les indigènes ont tous les mêmes noms, prénoms, familles très simples, donc ce sont des fausses personnes, ce ne sont pas des vrais votes. Comme il n'y a que plus ou moins 44 000 votes à invalider, c'est quand même, ça c'est quand même assez dangereux. Elle s'est aussi offusquée, par exemple, que des villages entiers ont voté pour Castillo, alors qu'on sait très bien que ce sont massivement les campagnes qui ont voté pour Castillo, etc. Donc, clairement, on constate qu'elle veut en découdre, pas forcément par la voie militaire, bien que, comme on l'a évoqué tantôt, il y a eu quand même l'appel de quelques militaires à la retraite, mais c'est par la voie institutionnelle qu'elle veut agir. Et ces agissements, évidemment, sont une menace pour la démocratie. Et en discutant avec divers représentants politiques, avec des journalistes péruviens et d'autres observateurs internationaux,
mais j'ai quand même eu le sentiment que l'unanimité de ces personnes-là me disait que, malgré l'instabilité politique que connaît le pays, il y a un état de droit. Cet état de droit existe et tient le coup, en fait, malgré tout. Et une dernière petite chose, c'est que c'est ce que j'ai observé, en fait, après les élections. J'ai été me balader dans les manifestations. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que je pense que les Péruviennes et les Péruviens n'ont pas vraiment le cœur à l'affrontement, que la guerre civile est encore vraiment dans tous les esprits. Et je me souviens d'une manifestation où les Fujimoristes étaient évidemment 4 fois plus nombreux, puisque c'était une manifestation qui avait lieu à Lima. Se sont approchés en fait des manifestants de gauche, et on a senti vraiment que ça pouvait éclater, que le conflit pouvait éclater, et c'est pas grâce à la police que la confrontation n'a pas eu lieu, mais grâce au service d'ordre du Pérou Libre qui a vraiment su dévier les Fujimoristes de la place où ils se dirigeaient. Donc pour moi, ce que je vois, c'est que vraiment les mouvements, en tout cas sociaux de gauche à Lima, ils ont énormément de défis, parce que je dirais, depuis longtemps, cette gauche fragmentée, ce qui malgré tout s'est uni derrière la candidature de Castillo, a encore beaucoup de défis devant elle pour faire vraiment un front soudé, unique et fort. Et que d'autre part, c'est très difficile de mettre en place des moyens matériels pour faire venir les électeurs de Castillo des campagnes vers Lima, et pour donner de la visibilité en fait à ce mouvement de soutien au président. Donc, vraiment pour conclure, Paul-Émile, désolée, même si cette mission n'a pas vraiment commencé du meilleur pied, elle a pu être vraiment accomplie de manière officieuse, mais quand même. Et elle fut riche en rencontres. On a rencontré toutes les formations politiques de gauche. On les a écoutées. On a rencontré des instituts de recherche et d'autres organisations féministes, syndicalistes, pro-LGBT, des défenseurs des droits humains, des droits des indigènes, etc. Alors ici et maintenant, ce n'est pas à nous de nous immiscer dans la politique péruvienne. On écoute tout le monde et on colporte les informations jusqu'ici. Mais ce qui demeure important, c'est de comprendre les enjeux qui ont lieu là-bas et d'aider le peuple péruvien à faire valoir sa volonté. Et ça passe par la légitimation du nouveau président. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Natalia. Et je crois que c'est vraiment très intéressant. On ne sait jamais le poids que peuvent avoir eu aussi ces observations internationales. On ne sait jamais si ça a aussi aidé quand même à ce que soit respecté le résultat qui était tellement court et donc il y avait un grand risque de fraude vu l'étroitesse de la victoire. Et puis, c'est super intéressant, évidemment, d'avoir maintenant ce bagage aussi, d'avoir pu rencontrer tous ces acteurs. Évidemment, tu venais d'aller là-bas dans un moment absolument unique. Et je crois que ça va être très utile aussi pour la coopération entre la gauche, dont parlait aussi Leïla, etc. Donc maintenant, je propose de passer la parole. Et après, voilà, vous pouvez, tous ceux qui écoutent ici, vous pouvez poser vos questions aux orateurs, à Anaï, à Raphaël, à Leïla ou à Natalia sur le chat de Facebook, ou bien ceux qui sont directement branchés sur le Zoom aussi, et on les rendra publics. Voilà. Et je passe la parole maintenant à Rafael Salgado, donc, qui est victime du terrorisme d'État. Son père a été victime du terrorisme d'État péruvien. Il est donc réfugié en Europe et il essaye au maximum de pouvoir aider le processus qui est en cours, ou à la lutte auparavant aussi, des luttes très importantes qui ont lieu au Pérou, évidemment. Il faudrait les mentionner, toutes les luttes pour l'eau, etc. Ça prendrait pas mal de temps, peut-être qu'il va en parler. Et donc, je donne la parole à Rafael Salgado pour son intervention maintenant. Merci. Gracias, Émile. Merci beaucoup, Émile. Alors, je tiens à rebondir sur certaines idées qui ont été communiquées. Et donc, oui, avant tout, c'est vrai, je suis victime de ce terrorisme d'État au Pérou depuis les années 90. Et bon, je suis victime de ce terrorisme depuis les années 90, mais je suis arrivé ici il y a 5 ans seulement.
Et bon, je pense que c'est un vaste sujet. La violence politique au Pérou est ce qu'elle est. Et si on veut rentrer dans les détails, il faut une analyse en profondeur. Et bon, Natalia, elle l'a bien vu de ses yeux. C'est un sujet clé qui mérite d'être débattu, abordé, documenté. Et cette année-ci, nous avons, oui, réussi à remporter les élections avec la gauche, avec un secteur également qui est historiquement de gauche, et c'est fabuleux après ces 20 années de guerre. Nous avons réussi, malgré les stigmatisations, malgré tout ce qui a été fait, ce qui a été dit, remporter cela, parce que bon, on a été qualifiés de terroristes et nous avons néanmoins réussi à décrocher la présidence. Maintenant, je voudrais parler avec ma casquette de migrant. Ce sont les premières élections auxquelles les Péruviens à l'étranger ont pu voter. Maintenant, nous avons 2 représentants qui vivent en dehors du Pérou, qui feront partie du Congrès. Et c'est la toute première fois que cela a été mis en place. Et il faut savoir qu'au cours de ces dernières années, pourtant, il y a eu une opposition farouche à l'encontre des votes venant de l'étranger. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que ici, en 2016, ce vote avait permis à Pedro de presque l'emporter. Et donc, aujourd'hui, 2 personnes qui font partie de partis, tout d'abord Renovación Popular, donc l'extrême droite, avec Rafael López Aliaga qui a été comparé à Bolsonaro. Et bon, dernièrement, oui, en effet, on peut dire qu'il a des discours qui sont réellement fascistes. Et ensuite, il y a le parti Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Voilà donc l'électorat qui vient d'en dehors du Pérou. Il est plus associé à la droite, donc, et il est intéressant de voir donc que ces votes l'emportent, et c'est pourquoi justement il y a tellement de Péruviens qui se sont exilés. Plusieurs Péruviens ont quitté le pays à cause des ajustements structurels, à cause de différentes crises dans les années 90. Et puis, il est important aussi de dire que bien souvent, les Péruviens de l'étranger ont tendance à ne pas voter. Seuls 30% des Péruviens à l'étranger ont tendance à voter en règle générale. Par ailleurs, il est important de penser à ces votes qui viennent de l'étranger, et étant donné également le rôle économique des électeurs vivant ailleurs, car nous représentons quelques 2,1 milliards d'euros, nous, Péruviens de l'étranger. C'est de l'argent qui ensuite est parfois réinjecté dans le pays. L'électorat de l'étranger, et donc, comme je vous l'ai déjà dit, cela ne fait que 5 ans que je suis là, eh bien, nous, Péruviens de l'étranger, nous essayons de mobiliser les citoyens. Et oui, c'est vrai que tous les 5 ans, avec les élections, les gens ont tendance à être un peu plus politisés, mais pour nous, il est important de réfléchir à la patrie dans son ensemble. Et donc, nous avons commencé à aborder différents sujets sur le plus long terme. Aujourd'hui, les gens s'identifient davantage aussi à Pedro Castillo, parce que, en effet, bon nombre venant de la classe ouvrière, classe plus pauvre, sont des gens qui ont dû migrer, des personnes qui avaient le SMIC ou pas beaucoup plus. Et Pedro n'est pas non plus de Lima, c'est aussi un point important à souligner. Et donc, bien entendu, cela crée un attachement. Et plusieurs réseaux dans différents pays se forment aujourd'hui autour de Pedro, mais aussi autour des prochaines élections en 2026 également. Et donc aujourd'hui, nous avons un défi
quel rôle pouvons-nous jouer de là où nous sommes aujourd'hui? C'est la question que nous nous posons et Leila a parlé des traités de libre-échange et en effet, là, on peut peser dans la balance, notamment, on l'a vu ici au Parlement de Bruxelles, au Parlement de Wallonie-Bruxelles, les gens ont pu peser dans la balance et donc il faut réfléchir à l'impact des traités internationaux dans nos pays d'origine aussi. Parce que si nous sommes ici, eh bien, on peut articuler les luttes et actionner d'autres leviers. Ensuite, le Pérou est un pays qui n'est pas très connu ici. Je suis ici en Belgique, mais j'étais ailleurs avant aussi. Et le fait est que les gens ignorent les ressources naturelles qui sont au Pérou. L'or péruvien qui est utilisé dans la bijouterie à Anvers ou encore le lithium pour les batteries. Tout ça est quelque chose qui est assez peu connu et pourtant cela concerne l'ensemble de l'Europe lorsqu'on parle des batteries, du stockage énergétique. Le Pérou, la Bolivie sont des pays clés pour tout ce qui est batterie et énergie. Et donc, partant, il est important qu'on se demande comment on peut actionner ces changements ô combien nécessaires. Et ce, en coopération avec les députés, les syndicats, les gens de gauche. Ensuite, les missions d'observation sont très utiles aussi, évidemment. Il est important de continuer à avoir des échanges avec des syndicalistes, des militants. Il est important également pour eux, on l'a compris, d'aller à la rencontre de réseaux tels que les nôtres, notamment pour s'opposer à certaines multinationales telles que Telefónica en Espagne. Car seul, on ne peut changer les choses, ni le modèle dans lequel nous vivons. Alors, aujourd'hui, oui, nous sommes confrontés à bon nombre de défis, et le Pérou est confronté à bon nombre de défis, mais on se doit de faire feu de tout bois, nous, Péruviens exilés, mais nous, tous gens mobilisés également. Eh bien, merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup. Je trouve ça vraiment très intéressant de voir cette contradiction entre les gens qui votent vraiment pour le fujimorisme encore à l'extérieur, alors qu'ils sont eux-mêmes victimes de l'exil. C'est un peu la même chose qu'on voit sur la Colombie. Maintenant, quand même, beaucoup de gens se sont approchés de nous ici à Bruxelles en disant « j'ai voté pour Uribe, je ne ferai plus jamais, etc. » Parce que c'est vraiment c'est une conséquence souvent de leur exil, c'est d'avoir voté pour des régimes néolibéraux, des propositions néolibérales. Et donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir ces pistes, de savoir comment de l'extérieur aussi, les Péruviens peuvent se mobiliser pour les pays, pour leur pays, pour avoir un développement qui correspond à l'intérêt des majorités. Il y avait une série de questions, je ne sais pas si, je n'ai pas tellement entendu les questions de la part des orateurs eux-mêmes, mais je vois des questions qui nous arrivent sur le chat, etc. Bon, il y a évidemment des gens qui voudraient savoir, c'est surtout pour Anaï, je crois, mais éventuellement pour Raphaël aussi, qu'est-ce qu'il en est. Je sais qu'Anaïd a un peu touché la chose, mais qu'est-ce qu'il en est aussi des majorités à la Chambre ou au Sénat? Je ne connais pas exactement la configuration et comment l'organisation institutionnelle là au Pérou, mais voilà, avec ce gouvernement-là, voilà, même si on a gagné la présidence, comment ça va pouvoir se faire au niveau des majorités et quels sont aussi les rapports de force dans la société, quels sont les secteurs mobilisés qui peuvent aider, être avec la gauche, etc. Qu'est-ce qu'on en est là? Quelles sont les possibilités? On sait qu'il y a une série de luttes aussi au Pérou, notamment dans la région originaire de Pedro Castillo. On a les luttes contre les mines d'or, hein, Cajamarca. On a vu la lutte des maîtres d'école, enfin des enseignants en 2007, qui a été une très longue lutte aussi. On a vu récemment en novembre 2020 comment les Péruviens se sont levés contre la décision du Parlement péruvien de nommer un président laxiste d'un point de vue de la corruption, etc. Et en quelques jours, il a été déboulonné. Et on a donc le président actuel qui va remettre son mandat maintenant le 28 juillet. Donc il y a une série de luttes. Donc on a vu, il y a beaucoup de luttes évidemment qui sont invisibilisées aussi au niveau de l'étranger, mais voilà. Donc ça, c'est une première question, un peu les rapports de force, autant au niveau institutionnel qu'au niveau des rapports de force dans la société. Qu'est-ce qu'il existe? Alors aussi, il y a des questions sur le plan international, un peu quels sont les points de vue du nouveau président. On sait que Lima, c'était quand même le centre du groupe de Lima, hein, qui a tellement attaqué le Venezuela, etc. Eh bien,
comme on a dit, le groupe de Lima a perdu Lima, parce qu'apparemment, le nouveau président n'a pas du tout le même point de vue que celui qu'avait le président Kaczynski à l'époque, etc. Donc ça, c'est déjà deux questions. Je ne sais pas si Anaï, tu pourrais répondre à ces questions-là, ou si Raphaël veut ajouter aussi, et commencer par là peut-être. Pues, ¿puedo ir yo? Eh bien, je peux commencer, oui, bien entendu. Alors, vous avez mentionné plusieurs sujets, Paul-Émile, par rapport, disons, à la région et l'évolution potentielle de la région. Là, in fine, je pense qu'on parle d'un sujet assez vaste d'un point de vue géopolitique également. N'oublions pas que ce n'est pas la première fois qu'il y a un résultat si serré. La différence avec Keiko Fujimori, la dernière fois, c'était 42 000 votes, donc c'était des votes encore moins nombreux que cette fois-ci. Et donc, ici, in fine, ce qui est en jeu, c'est le changement de modèle. Le glas de tous ces avantages octroyés aux mafias. Et puis, on voit également ce mépris à l'égard de la démocratie. Parce que oui, il parle de démocratie encore et toujours lorsque les résultats déplaisent, mais sinon, on voit très bien qu'il s'en lave les mains. Ensuite, pour ce qui est de la région, le Pérou a toujours eu sa position par rapport aux États-Unis au cours de ces 5 dernières années avec Trump. Eh bien, nous avons eu beaucoup de Vénézuéliens qui sont arrivés au pays, notamment à Lima, à cause de la crise. Et oui, Kuczynski avait joué un rôle dans cette crise, notamment avec le groupe de Lima et toute la question du Venezuela. Mais bon, ensuite, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont 8 à 10 bases militaires dans l'Amazonie, soi-disant pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Et donc nous pensons que ici les choses vont réellement basculer parce que le président Castillo a indiqué qu'il voulait avancer dans une toute autre direction, plus autonome, plus souveraine, avec le bloc régional, avec les voisins, avec la Bolivie, avec l'Équateur et ces pays qui cherchent à défendre une stratégie plus latino-américaine, un peu comme l'Argentine et le Mexique. Et aujourd'hui, il est important de former un bloc avec ces pays alors que nous sommes confrontés à cette crise internationale. Espérons qu'une intégration sera rendue possible, que ce sera une intégration en faveur du peuple et en faveur de plus de souveraineté du point de vue de la politique étrangère. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être qu'on pourra continuer l'échange par la suite. Peut-être la question sur un peu les rapports de force, etc., comme un peu dans la société. Quels sont les secteurs sur lesquels vous allez pouvoir compter aussi, tant au point de vue de la société, syndicats, je ne sais pas, un mouvement paysan, jeunes, je ne sais pas, étudiants, et aussi au niveau éventuellement aussi de la Chambre et du Sénat. Je crois qu'il y a une Chambre et un Sénat au Pérou, ça, je ne suis pas très au courant de... Sí, a ver, en la primera pregunta. Alors, pour la première partie de votre question, c'est une question fondamentale parce que le Pérou, contrairement à d'autres pays, n'a jamais eu de grands mouvements syndicalistes. Et puis, les réformes néolibérales de 92 ont, disons, enfoncé le dernier clou dans le cercueil des mouvements avec l'assassinat du secrétaire général de la Confédération des travailleurs péruviens à l'époque. Et donc, disons que le tissu social n'est pas très solide. Nous sommes assez fragilisés.
morcelé. Et donc, il va falloir inverser cette tendance avec d'autres organisations, d'autres espaces. Par exemple, avec les enseignants. Les enseignants, les profs et le syndicat des profs est une force dans tout notre pays qui est très actif. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça, grâce à eux, qu'il a pu connaître cet élan au premier tour, tirer son épingle du jeu. Et ensuite, il y a aussi les familles. Et donc là, je pense que oui, les profs seront très importants pour changer la donne. Les structures rurales des ronderos aussi seront très utiles, notamment par rapport à l'extractivisme, et puis les mouvements paysans aussi qui se sont opposés à certains projets, grands projets. Je dirais donc qu'il y a des mouvements sociaux qui ne sont peut-être pas structurés autour de syndicats, mais des mouvements qui peuvent soutenir des changements, les changements qui sont aujourd'hui exigés par le peuple. Alors, nous n'allons pas dire que nous sommes dans un scénario à la Bolivie où tout serait tout feu, tout flamme, mais il y a beaucoup de lueurs d'espoir et le conflit armé avait beaucoup touché les organisations sociales. Il y a eu les assassinats de dirigeants divers et variés. Et disons que se relever de tout ça a été très difficile et aujourd'hui on doit aller de l'avant dans ce processus de reconstruction et soutenir toutes les forces émergentes, les ronderos, les forces paysannes, les étudiants aussi. Et puis aussi travailler avec des organisations plus traditionnelles, organisations syndicales ou de travailleurs diverses et variés, notamment les travailleuses du nettoyage dans le secteur public qui se sont réunies pour que certaines municipalités changent leur façon d'employer les gens et pour éviter le travail intérim abusif. Ce sont des formes de collaboration qui seront très importantes. Et donc là, je dirais qu'il y a un processus à pousser de l'avant. Et ensuite, pour rebondir sur l'autre question, il y a le Parlement. Oui, le Parlement, lui, il est fragmenté. Nous n'avons qu'une seule chambre. Une seule chambre. Nous sommes sous-représentés. Nous sommes 36 millions de Péruviens et nous n'avons que 130 députés. 130 personnes à l'Assemblée, et qui plus est, ces 130 députés découlent de la Constitution de 92, Constitution de 92 qui a mis un terme au système bicaméral, et donc, disons que les derniers congrès qu'on a eus ont été assez piteux, des mafias qui se sont installées avec des intérêts, les banques, les avocats, les grandes universités. Et donc, oui, il y a un gros souci au niveau de la représentation parlementaire. Et puis, Perú Libre et Juntos por el Perú, les deux forces de gauche, n'ont pas de majorité qualificative. Et donc, il va falloir, disons, faire cet effort de dialogue, d'échange et d'articulation pour freiner certaines initiatives, notamment les initiatives qui pourraient mener à des coups d'État, des abus de pouvoir. Et donc, c'est pourquoi il est important vraiment d'amender la Constitution, car la Constitution n'est pas assez robuste et la Constitution ne permet pas de garantir la démocratie aujourd'hui. Donc, le fait est qu'on va devoir aborder cette question. Et il va peut-être là, donc, du coup, falloir travailler avec le centre aussi. Et le parti des Mauves est petit, mais oui, il pourrait être utile. Et donc, oui, on devrait peut-être profiter du centre sur l'échiquier politique. Mais attention à l'évolution de l'agenda politique. Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre des intervenants veut parler. Je vois que Leïla lève la main. Quelqu'un d'autre aussi après? Pour le moment, non. OK. Donc, Leïla, vas-y.
Oui, j'avais une question à poser aux intervenants. J'étais en Équateur en avril dernier pour le deuxième tour de l'élection présidentielle en tant que, enfin, dans la mission d'observation internationale organisée par le Conseil national électoral. Et donc, comme vous le savez, c'est le candidat de droite, Guillermo Lasso, qui a gagné l'élection, et Andrés Arauz. Ah, je ne sais pas si on m'entend. Très bien, on vous entend. Ah si, c'est bon, ok. D'accord, oui. Donc Andrés Arauz, le candidat de gauche, donc que nous soutenions, a perdu. Et j'aurais voulu savoir donc quelle était votre interprétation. Qu'est-ce qui a marché cette fois au Pérou et n'avait pas fonctionné en Équateur. Enfin, pourquoi dans un cas, voilà, il y a une victoire de la gauche et puis dans l'autre non, parce qu'il me semble qu'on a des enseignements à en tirer. Donc ça m'intéressait d'avoir votre point de vue à ce sujet. Et en fait, peut-être que, merci beaucoup, et en fait, je pourrais peut-être la regrouper avec une autre question que j'ai reçue, quelqu'un qui demande effectivement un peu, comme tu demandes, au nord, en Équateur, etc., et aussi en Colombie, voilà, quels sont les parallèles et les enseignements à tirer. Et puis, il y a la question du Chili aussi, on me demande, voilà, quels sont les parallèles à faire avec le fait qu'au Chili aussi, maintenant, il y a une demande de changement de constitution, et quelle force il y a aussi au Pérou pour éventuellement aller vers sortir enfin de cette constitution établie par la dictature. Alors, je ne sais pas si, je crois que celle qui est très bien placée pour répondre à cette question, c'est évidemment Anaï aussi, elle suit l'international pour son parti Perú Libre. Anaï, je te donne la parole alors. Sí, sí. Sí, quizá Rafa Oui, también. ou peut-être Raphaël, je ne sais pas, hein, il pourrait peut-être un peu prendre la parole aussi, mais bon, pour ce qui est de l'Équateur, eh bien, je dirais que la grande différence est liée au coréisme, n'est-ce pas? Avec ce courant qui était fort présent. Nous perdons madame. Et puis, au Pérou, je dirais que la situation était bien plus fragmentée. Le centre a été fragmenté et donc on peut dire que les pôles, du coup, ont profité de cela. Vous savez, il y avait 18 partis en lice au Pérou et Pedro Castillo a remporté le premier tour avec 19%. 19% des votes, c'est très bas. Et ensuite, on a les 13%. Et voilà, donc on a d'autres partis à 8%, etc. Et donc je dirais que c'est ça la grosse différence avec le Pérou. Au Pérou, on n'a pas eu ce grand parti, contrairement à l'Équateur. Et puis, il n'y avait pas de reddition des comptes non plus. Ensuite, ce n'est pas un vote idéologique qui a eu lieu au Pérou. Ça a été un vote en faveur du Pérou plutôt qu'en faveur de la gauche. Et je dirais qu'ici, Pedro Castillo était plus éloigné du monde politique et plus proche aussi du peuple. Et c'est ça qui a bien marché. Et puis, comme je l'ai déjà dit, il y a eu toute cette polarisation induite par la crise. Ensuite, il y avait une autre question, mais j'ai oublié, c'était quoi? Le Chili, et si vous pouviez parler un petit peu du Chili. Le Chili aussi est en train de vivre un processus. Ouais, pardon. Donc, l'autre question, c'était, oui, sur un peu aussi un parallèle avec ce qui se passe au Chili et la question de la constituante que veulent faire des Chiliens, et aussi quelles sont les possibilités, les solidarités possibles avec d'autres pays pour un autre modèle de développement et de gouvernabilité aussi. Ah oui. Alors pour ce qui est du Chili, je dirais que cette expérience a été fondamentale, car je dirais que l'expérience du néolibéralisme au Pérou a suivi un peu le modèle chilien. Le modèle néolibéralisme péruvien est réellement inspiré du modèle chilien. Et donc, aujourd'hui, forcément, on se doit de se demander ce qu'on peut changer dans la Constitution.
ce qu'on peut faire sans faire s'effondrer tout le système administratif des pays. Et aujourd'hui, nous suivrons de très près ce qui se passe au Chili pour aller de l'avant sur la voie d'une nouvelle constitution avec une assemblée constitutive également représentative du peuple. Et je dirais que ce qui va se passer au Chili va être capital pour nous. Voilà. Et je vais peut-être donner la parole à Raphaël pour qu'il complète mon propos. Oui. Alors moi, je rajouterais juste que par rapport aux possibilités de changement, eh bien, aujourd'hui, au Pérou, on entend beaucoup ce discours néolibéral. Et oui, on dit que c'est que grâce à ça qu'on peut arriver au succès, mais aujourd'hui, ce discours, il est démonté. Il est démonté. Les mouvements sociaux, les syndicats, les partis, aujourd'hui, regagnent du poil de la bête après les années 90. Et c'est pourquoi nous avons pu stabiliser les choses et aller de l'avant. Et bon, vous savez, on disait qu'on était anti-miniers, des terroristes de gauche. On a eu toutes ces étiquettes et cela a été très lourd de conséquences, mais aujourd'hui, les choses évoluent petit à petit, depuis plusieurs années déjà. Et donc, aujourd'hui, on a des gens des mouvements sociaux, des gens féministes, des gens de divers horizons qui veulent passer à l'action. Alors, il ne faut pas idéaliser les choses, mais les acteurs sont là, les acteurs sont sensibilisés et représentent des luttes qui, hier, passaient sous le radar. Et puis, le fait que les voisins évoluent aussi, cela nous aide. Et donc voilà, aujourd'hui on peut dire, voilà, vous voyez ce qui se passe au Chili, à Santiago, on a une maire qui est communiste, eh bien ça inspire. Ça inspire et cette inspiration est très importante. Et puis, tous les mouvements sociaux ne se structurent pas de la même façon, mais aujourd'hui, on a le vent en poupe. Et il est important de comprendre la relation et l'articulation entre les luttes locales et le niveau national, parce que c'est en comprenant cela qu'on peut faire évoluer la Constitution et changer la donne. Oui, donc moi j'ai aussi une question sur le chat. C'est en fait la question de la polarisation ville-campagne au Pérou. On a vu ça dans le vote, etc. C'est quand même une difficulté en plus qui existe évidemment pour le nouveau gouvernement qui va prendre place, qui aura d'ailleurs très peu de jours pour prendre place, parce que la proclamation, c'est dans une semaine, et donc le nouveau gouvernement va arriver le 28 juillet, etc. Et sur cette question-là, en fait, on voit très bien que les campagnes sont frappées par le néolibéralisme, etc., et votent à gauche, etc. Et ici, alors, est-ce que dans les classes populaires, la classe moyenne, etc., il y a des changements aussi, ou ça va continuer? D'ailleurs, c'est une grande difficulté, c'est pour ça aussi que le Pérou, donc les partis politiques, le Nuevo Pérou, etc., ont dû mobiliser des gens de la campagne pour protéger le vote en ville. On veut d'ailleurs les féliciter. On a envoyé un petit peu d'argent d'ici, certaines personnes et certains groupes, notamment, ont envoyé un peu d'argent. Ils ont fait du miracle avec ça parce qu'on a mobilisé des paysans autour de l'autorité électorale, etc. Et on voudrait remercier aussi Nuevo Pérou pour ça, pour la manière dont ils ont utilisé ces petites sommes qu'on a envoyées pour faire des miracles. Mais cette question de la polarisation de la société entre ville, campagne, etc., est-ce que je vois un peu ta réaction, Raphaël, un peu les gens sont un peu en train de sortir du modèle néolibéral, je vais m'en sortir tout seul, je vais être un petit businessman, etc. Et on voit qu'on veut en sortir ensemble. Mais ça commence à rentrer aussi plus à la campagne, etc. Pardon, en ville. Yo diría justo que eso está impactando. La pandemia ha hecho que se reactiven muchos comedores populares, muchas... Je pense qu'avec la pandémie, il y a les restaurants, les populaires, les soupes populaires qui se sont développées et cela a permis de mettre en route une énergie collective. C'était quelque chose qui était un peu délaissé et ça a repris du poil de la bête. Et il y a plus de vie collective à la campagne.
Mais la pression existe pour que les gens penchent vers le comportement individuel. On le voit, par exemple, au moment de vendre la terre, on fait une parcelle et on la vend. Alors, il y a actuellement une tendance un peu différente, mais je pense que d'ici, on est en train de reprendre les choses en main avec un sens de la collectivité. Ceci peut se faire de différentes façons. On le voit dans les mouvements sociaux, on le voit dans les groupes de protection, les milices populaires, si l'on veut, et on voit le rôle important qu'ils jouent dans la politique du pays. Je ne sais pas qui l'intervenant veut maintenant prendre la parole. Je sais que Leïla va devoir nous quitter avant 8h30, donc je voudrais d'abord remercier d'avoir participé aussi. Je ne sais pas si tu veux encore dire quelques mots aussi de ce qu'on peut faire ensemble. Je crois que Natalia aussi voulait nous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut finalement, et peut-être qu'Anaï peut aussi nous dire un peu ce qu'on attend. On voit un peu, on devine un peu ce qu'on attend depuis le Pérou, évidemment, mais peut-être qu'il y a des idées là-dessus, etc. On pourrait un peu orienter vers que faire ensemble aussi, entre les secteurs progressistes d'ici et de là-bas. Sí. Dale. Para complementar lo último que... Oui. ¿Sí? ¿Puedo? Peut-être d'abord Leïla, et puis alors, si tu veux complémenter après, parce que Leïla doit partir, c'est pour ça que je vais donner la parole en priorité, et puis après Anaïs, si tu veux. Oui, désolé, je dois partir, je dois vous quitter à 20h30, comme on t'avait dit, Paul-Émile. Mais du coup, je vais faire très court. Hein. J'étais très, très contente de participer à ces échanges et à ces discussions. Je crois que ce genre d'échange montre aussi l'importance de continuer à échanger entre forces progressistes d'ici et de là-bas. Alors, comme je vous l'ai dit, donc il y a les enjeux qui concernent les accords de libre-échange, mais je crois que c'est important aussi de continuer à maintenir la discussion pour exercer une solidarité, mais aussi parce qu'on a des échéances, nous ici en Europe, nous ici en France, on a une élection présidentielle l'année prochaine, et c'est toujours très intéressant, même si évidemment les situations, le contexte n'est pas le même, mais d'apprendre en fait, d'apprendre des forces, des faiblesses, des enjeux de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour ça, merci beaucoup et bonne continuation à tous. Donc, je vais continuer d'écouter quand même jusqu'à 8h30. Hein. Ok, merci beaucoup aussi de ta participation. Je voudrais aussi remercier, avant que évidemment des gens quittent, etc., les interprètes. On a 2 interprètes volontaires aussi, qui sont donc Jacques Vervier, qui nous aide aussi pour la technique, et Nati Zapatero. Merci beaucoup aux interprètes de cette aide indispensable. Donc, Anaï, tu voulais continuer sur la même voie que Raphaël, un peu compléter. Sí, solo quería complementar. Sí, y gracias a Leila también por la preocupación. Merci Leïla pour l'intérêt que tu montres. Je voulais compléter l'intervention de Raphaël. Alors, les choix, la bipolarisation, l'urbain, le rural, les classes sociales, le vote a bien retraduit ces différences entre l'urbain, le rural, les différences sociales. On le voyait dans les quartiers, géographiquement, c'était très clair. À la campagne, on a voté massivement pour Castillo. Alors, les villes qui ont connu un développement avec un développement macroéconomique ont choisi aussi de voter de façon claire. Je pense qu'à la campagne, on est en train de se reconfigurer, de se réorganiser. Et ce milieu a vu comment l'économie s'était peut-être développée, mais n'avait pas supposé un développement pour eux. Il y avait des ressources minières, peut-être, mais ce sont les régions qui sont toujours les plus pauvres. C'est le cas de Cajamarca, qui est la région de Pedro Castillo. Il y a des mines très importantes, mais c'est la 2e région en termes de pauvreté au Pérou. Alors,
Cela montre bien qu'il y a un développement inégal avec un modèle économique qui n'est pas redistributif. Donc, ces changements s'avèrent nécessaires. Il ne s'agit pas d'imposer le communisme, le marxisme, le léninisme, comme le dit la droite. Non, il s'agit d'apporter des changements de fond pour un développement des territoires en faveur de la population. Même chose pour les taxes minières. La mine rapporte beaucoup d'argent. Cela permet des investissements étrangers, mais il n'y a pas retombé pour le peuple. Donc, il s'agit de changements sociaux, territoriaux, qui vont être visibles, et ça va être notre défi, essayer d'aborder la situation sans trahir les promesses électorales. Merci, c'était très clair. Natalia, tu voulais ajouter quelque chose? Pardon, merci beaucoup. Je parle Oui. en espagnol. Donc, et maintenant, Natalia voulait prendre la parole aussi. Yes. Oui, c'est par rapport à ce qui s'est dit bien là tout de suite et ce qu'a dit Raphaël. Quand j'étais à Lima, je me suis vraiment posé la question du pourquoi du vote en fait pro-Fujimori de la part des plus précaires en fait habitants à Lima. Donc Lima vote majoritairement pro-Fujimori et je me dis mais enfin j'en cherchais les causes et j'ai trouvé deux facteurs explicatifs là-bas. L'un étant que le néolibéralisme a tellement sévi, en tout cas dans les grandes villes du Pérou, que même les plus pauvres sont persuadés que la méritocratie va les sortir de la pauvreté. Et donc c'est vraiment une idéologie qui est très fort ancrée. En tout cas, c'est ce qui est ressorti des discussions que j'ai eues avec des locaux. Je n'en fais pas une généralité, mais en tout cas, ça peut l'expliquer. Et d'autre part, pendant la campagne de Keiko Fujimori, il y a vraiment eu cette façon de donner de l'argent presque directement en fait aux plus précaires et donc de les convaincre que si elles gagnent, ça va les sortir de la pauvreté. Ça se voit beaucoup en Pologne, par exemple, un pays qui m'intéresse énormément. C'est une pratique très commune. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Et j'en profite peut-être pour faire la transition sur la question de Paul-Émile et compléter aussi ce que Leïla a dit sur qu'est-ce qu'on peut faire en fait ici. Déjà, je pense que pour commencer, il faut en parler un maximum possible. Ça commence par nos proches, mais aussi entre organisations. Pourquoi ne pas participer à des conférences, en organiser, mais aussi s'engager dans des associations de solidarité avec l'Amérique latine, par exemple. Sur un autre niveau, c'est interpeller évidemment les responsables politiques avec un maximum de signataires, effectuer une veille politique sur ce qui se passe, voir quels sont nos leviers ici, enfin, sans prétention impérialiste, mais comme par exemple tu le fais, Paul-Émile, avec tout ce travail sur le libre-échange, le traité de libre-échange avec la Colombie, et en essayant de le suspendre, en tout cas, parce qu'il ne respecte pas la clause parce que la Colombie, le gouvernement ne respecte pas la clause des droits humains. Donc, on a des leviers ici, et ils sont multiples. Comme tu disais aussi, Paul-Émile, c'est l'envoi d'argent, tout simplement, aux organisations politiques locales pour qu'elles puissent s'organiser, par exemple, la venue des militants des zones rurales vers les villes, etc. Et donc, voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Évidemment, participer à des manifestations, visibiliser la cause d'ici, afin de faire pencher la balance et légitimer au maximum, en fait, la victoire de Castillo. Voilà. Voilà, je crois qu'on arrive tout doucement vers la fin, mais on a encore le temps pour ceux qui veulent faire des interventions de 2 minutes, etc., de conclusion. Je ne sais pas, Raphaël, si tu souhaites. En tout cas, tu vois, Anaï, voilà, il y a un contact direct là avec une députée européenne qui représente un groupe qui est certainement tout à fait disposé à intensifier les relations. Parfois, on a peu trop relâché
les relations avec le Pérou. On aurait dû avoir déjà des relations plus étroites, je crois, les partis de la gauche, etc., et observer mieux ce qui se passe au Pérou, etc. Maintenant, on va quand même essayer de le faire mieux. Et tu sais qu'ici, il y a un appui important au Parlement européen qui est ici présent avec Leïla, aussi avec la France Insoumise, qui est quand même, depuis Jean-Luc Mélenchon, etc., qui est quand même fort engagé sur la question de l'Amérique latine, etc. Je crois que tu peux vraiment compter sur ça. D'ailleurs, Leïla est aussi très, très engagée sur la question de la clause des droits de l'homme et la Colombie. C'est la première signataire dans les députés européennes, etc. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut faire sa première, enfin, l'intervention comme ça, un peu finale, je crois. On s'oriente vers la fin, je crois, du débat. Qui veut intervenir maintenant peut. Je ne sais pas ce qui commence, Raphaël peut-être ou... Sí, yo puedo, o sea, solo un último comentario. Creo que hay un rol también a jugar aquí y es hacia la ciudadanía belga y europea en general, Je ¿no? voudrais m'adresser aux citoyens belges et européens. Il est important qu'ils reconnaissent le rôle joué par nos pays dans leur vie quotidienne. Je l'ai dit, je le répète, ici on parle beaucoup du changement énergétique, vers où allons-nous, comment allons-nous le faire, mais on le fait en utilisant des matières premières qui viennent de notre pays, l'or et d'autres métaux rares. Et les luttes d'ici et de là-bas ont un lien. Ce n'est pas simplement une question de solidarité envers le Sud. Il ne faut pas simplement aider le Sud à aboutir à la démocratie, non. Il faut voir comment on peut articuler les luttes, sachant que nous appartenons à un même système. Il est déterminant de prendre en compte cette logique. Très bien, merci beaucoup, Raphaël. Je ne sais pas si Anaï, tu veux rajouter quelque chose, etc. Sí, bueno, para ir cerrando también, ¿no? Agradecer. On s'approche de la conclusion. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir organisé cette réunion. Pour nous, la solidarité internationale est essentielle. Le travail accompli ici avec les différentes visites d'observation ont été très utiles. Ils ont été très attentifs et ont permis de démentir toutes ces fake news qui se déclenchaient contre nous de la part du fujimorisme. Nous pensons que cela va poursuivre parce qu'ils sont toujours entêtés à méconnaître les résultats des élections. Ils vont faire ce qui est dans leurs moyens pour légitimer le nouveau gouvernement. Donc, cette solidarité s'avère essentielle pour nous. Il va falloir être à nos côtés. Aujourd'hui, on nous a dit qu'avant le 14 juillet en principe, on devrait proclamer les résultats. C'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas eu de précédent à cela. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Enfin, on a une date, c'est déjà ça. On progresse. Il convient de poursuivre notre travail pour que cela devienne réalité. Je ne peux que vous remercier. Les questions ne sont pas résolues. L'engagement vis-à-vis de l'environnement est un défi important. Les droits des femmes sont très importants. Les mouvements féministes sont importants, même si ce n'est pas un mouvement prioritaire dans notre gouvernement, mais nous allons intervenir. Alors, nous sommes d'accord sur certains points, mais pas forcément sur tout. Nous le reconnaissons, donc il faudra peut-être lutter au sein du gouvernement pour défendre certaines idées, pour que le gouvernement réagisse à cet agenda qui n'est pas un agenda simplement libéral ou post-matériel. Non, c'est un agenda plus complexe. Il s'agit de revendications justes qui concernent plus de la moitié de la population péruvienne. Et cela peut enrichir un processus d'échange afin qu'il soit assez large. Voilà, je vous remercie à nouveau et restez attentifs à ce qui se passe au Pérou. Encore merci. Natalia, tu peux intervenir? Voilà. Pour ma part, en tout cas, je plus sois ce qui vient d'être dit.
Et à nos auditeurs, si les missions d'observation vous intéressent, vous pouvez toujours venir vers moi avec des questions. Et j'aimerais vous remercier à tous et à toutes pour votre présence. Et un énorme merci également aux interprètes. Oui, moi je voudrais remercier effectivement les participants, en particulier Anaï, avec ses derniers mots très importants aussi sur le fait qu'on doit vraiment maintenant avoir des liens plus étroits et suivre de près ce qui se passe au Pérou. Merci parce que je sais que tu étais en plein dans la tornade de tout ce problème et de se faire reconnaître les résultats et de voir comment on va pouvoir aussi gérer cette victoire tellement importante pour le Pérou et pour l'Amérique latine en général et au niveau mondial, parce qu'évidemment pour nous c'est aussi un grand espoir de voir comme ça un pays qui passe à gauche, dans lequel une population, vraiment le Pérou profond, rejette le néolibéralisme contre lequel nous luttons d'ici aussi. Et je crois que c'était un échange, en tout cas pour moi, vraiment très gratifiant parce qu'on a eu des points de vue très, très différents, etc., très riches par des gens qui sont vraiment dans l'action au Pérou actuellement et qui ont, comme Anaï a pu libérer un peu de temps pour nous, par des gens qui sont dans l'action ici aussi en Belgique, comme Raphaël, etc., par le fait aussi d'avoir un point de vue d'une personne qui ne connaissait pas tellement sur le Pérou et qui, à partir de sa vision des luttes en Europe, etc., a découvert la réalité du Pérou, ce qui est toujours très intéressant aussi d'avoir un regard extérieur, mais d'avoir quand même été dans un moment historique du pays. Je crois que ce sera vraiment un moment historique aussi dans ta vie aussi, Natalia. Et donc, je voudrais remercier tout le monde. Je crois qu'on va rester étroitement en communication aussi, avec évidemment un cercle plus large, etc. Et on souhaite le meilleur alors de la gauche européenne, des gens démocrates européens, etc., ou aussi des exilés qui sont ici, ou des gens qui vivent, des latino-américains qui vivent en Europe aussi. On vous souhaite vraiment le meilleur pour les jours qui viennent et pour le gouvernement qui vient. Merci beaucoup à tous les participants et bon après-midi et bonne soirée. Merci. Gracias, chao. Merci. Adiós, nos vemos. Ok, hasta luego. Gracias.